Vous acclamez leur musique d'entrée, mais ils répondaient autrefois à un autre type d'autorité. Certaines superstars de la WWE, d'après leurs propres dires et les archives publiques, ont accédé à des postes de direction au sein d'équipes de rue. Aujourd'hui, nous séparons le mythe des recettes et montrons comment cette hiérarchie a forgé des personnalités sur le ring, des jeux de pouvoir en coulisses et des rancunes qui façonnent encore ce que vous voyez sur vos écrans de télévision. Le parcours de MVP, membre d'un gang de graffeurs devenu champion des États-Unis de la WWE, ressemble à un avertissement caché dans un film d'action. Ayant grandi à Liberty City, près de Miami, il s'est joint à un groupe d'enfants qui avait commencé comme un gang de graffeurs. En l'espace de quelques années, ce groupe s'est transformé en gang de rue et il commettait déjà des délits graves, alors que la plupart des enfants se préoccupèrent de l'école. Les dossiers judiciaires montrent que le 14 janvier 1990, lui et deux amis ont cambriolé le casino du navire de croisière Discovery E. Ils ont emporté plus de 81 000 $. Alors que ses complices ont été arrêtés presque immédiatement, il a échappé à l'arrestation jusqu'à ce que son père le convainque de se rendre. Lors de sa condamnation, il a plaidé coupable de vol à main armée et d'enlèvement et a été condamné à une peine de 18 ans et demi d'emprisonnement. Il a purgé 9 ans et demi. Il a déclaré plus tard au Miami New Times qu'avant le vol du bateau de croisière, il avait volé des voitures et porté des armes pour le compte d'un gang appelé Kings Only Posse. À l'âge de 14 ans, il maîtrisait déjà le vol de voitures et le vol à main armée et il a admis avoir vendu de la drogue. Dans un article de www.com sur ses tatouages, il a rappelé que ses premiers tatouages étaient liés au gang et réalisés avec des outils artisanaux. Ces images ont ensuite été recouvertes de caractères japonais après qu'il a décidé de transformer sa vie. Le vol et la peine de prison ont marqué un tournant. Pendant son incarcération, il s'est converti à l'islam et a changé son nom en Hassan Amin Assad. Il a également rencontré l'agent pénitentiaire Daryl Davis, qui travaillait sur des spectacles de catch indépendants. Davis l'a initié à cet art et, après avoir été libéré sur parole, MVP s'est entraîné avec Soulman Alex G et Norman Smiley. Lorsqu'il fait ses débuts sous le nom de Montel Vontavious Porter en août 2006, il incarne un agent libre arrogant vêtu de vêtements de marque. Pourtant, derrière ce personnage effronté se cachait un homme au passé sombre. Vous vous souvenez peut-être de lui comme de la grande gueule qui s'est battue avec Kane et Chris Benoit sur SmackDown. Ce que peu de fans savaient à l'époque, c'est qu'il avait littéralement grandi dans un gang de rue et passé près d'une décennie derrière les barreaux. MVP a été très franc au sujet de ces années, reconnaissant que son séjour en prison lui a appris la discipline et lui a sauvé la vie. Il rappelle souvent que nombre de ses amis du Kings Only Posse ont été tués avant d'atteindre la trentaine. Son histoire nous rappelle que si le catch professionnel flirte souvent avec l'image du hors-la-loi, la criminalité réelle a des conséquences bien réelles. Lors d'interviews ultérieures, il s'est étendu sur son adolescence. Il a déclaré que les Kings Only Posse ont commencé comme une équipe de graffeurs dans les cités de Liberty Square. Ils passaient leur nuit à taguer les murs et les trains, puis se sont mis à câbler des voitures. À 14 ans, il a été arrêté pour vol et a passé du temps dans un centre de détention pour mineurs. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a directement replongé dans la vie du gang. Il a décrit le gang comme sa famille et a déclaré qu'il l'avait rejoint parce qu'il voulait être protégé et avoir un sentiment d'appartenance. Ces détails permettent de mieux comprendre pourquoi il était prêt à risquer un vol à main armée à l'âge de 16 ans. Ce n'était pas un méchant de bande dessinée, c'était un enfant dont la vie avait dérapé bien avant le vol de ce bateau de croisière. En prison, il a lu Malcolm X et découvert la discipline de l'islam. Il a appris à faire de la musculation et a étudié le droit à la bibliothèque de la prison. Sa conversion lui a donné une structure qu'il n'avait jamais connue. Lorsqu'il a été libéré sur parole après 9 ans et demi, il était déterminé à éviter les schémas qu'il avait de conduit en cellule. Il a travaillé dans un magasin d'articles de sport et a passé ses nuits dans une salle de sport. Il a déclaré que la catch professionnelle lui procurait la même excitation que la vie des gangs, sans la violence ni les sirènes de police. Le vestiaire a remplacé le coin de la rue. Au fil des ans, il a lutté pour la Ring of Honor, la TNA et la New Japan avant de revenir à la WWE en 2020 en tant que mentor pour les jeunes stars. Dans le cadre du Hurt Business, il a géré Bobby Lashley et Shelton Benjamin, se présentant comme un homme d'affaires qui avait toujours une longueur d'avance. Aujourd'hui, lorsqu'il n'est pas sur AEW TV, il s'adresse régulièrement à des groupes de jeunes et à des détenus pour les inciter à faire de meilleurs choix. Parlons maintenant de
The Body. Bien avant que Jesse Ventura ne devienne le gouverneur du Minnesota ou le commentateur aux lèvres violettes au bord du ring, il faisait partie de l'un des clubs de motards hors la loi les plus célèbres d'Amérique. Ventura s'est engagé dans la marine américaine à la fin de ses études secondaires et a servi de 1969 à 1975 en tant que membre de l'équipe 12 de démolition sous-marine. Pendant et après son service militaire, il a fait partie du club de motards mongols. Lors d'une audience devant un tribunal fédéral en 2013, il a déclaré sous serment qu'il avait rejoint les Mongols en 1973 alors qu'il était encore en service actif, qu'il était resté membre pendant plusieurs années et que le club offrait un coussin aux vétérans de l'ère du Vietnam qui essayaient de s'adapter à la vie civile. Ventura a déclaré qu'il aimait la camaraderie et qu'il la comparait à l'esprit de cohésion qui régnait dans son unité de la marine. Il a même été sergent d'armes d'un chapitre situé près de la base navale de Coronado. Dans la hiérarchie des clubs de motards, le sergent d'armes est responsable de la discipline et de la sécurité, ce qui fait de lui un officier supérieur au sein du club. Il a déclaré au tribunal qu'il n'avait jamais reçu l'ordre de commettre un crime, mais il a reconnu que certains membres étaient impliqués dans des activités illégales. La carrière de Ventura après les Mongols illustre la rapidité avec laquelle une personne peut changer de cap. Il quitte le club et retourne dans le Minnesota au milieu des années 70. En 1975, il luttait sur le territoire de Minneapolis sous le nom de Jesse The Body Ventura. Il finit par se faire une place en tant que heel arrogant, doté d'un sens de la mode scandaleux. En dehors du ring, son passé refait parfois surface dans des interviews. Le Saturday Evening Post a noté dans une rétrospective qu'il avait fait partie du club de motards mongols après son service dans la marine. Plus tard, ses adversaires politiques ont tenté d'utiliser son passé de hors-la-loi contre lui lorsqu'il s'est présenté au poste de gouverneur, le dépeignant comme un ancien membre de gang inapte à exercer une fonction publique. Ventura a rétorqué que les Mongols étaient une confrérie de vétérans et non une entreprise criminelle. Quel que soit son point de vue, le fait d'avoir été sergent d'armes l'a placé dans une position de leader au sein d'un groupe que les forces de l'ordre considèrent comme un gang de motards hors la loi. Son succès ultérieur dans le catch, le cinéma et la politique montre que les trajectoires de vie ne sont pas figées, même après un engagement profond dans des sous-cultures marginales. Pour comprendre les années mongoles de Ventura, il faut savoir comment fonctionne le club. Les clubs de motards hors la loi utilisent des titres militaires et le sergent d'armes est essentiellement chargé de faire respecter les règles. Il est chargé de faire respecter les règles, de résoudre les conflits et de protéger les membres du club. Ventura était un membre à part entière qui s'acquittait de ses tâches. Il a toujours insisté sur le fait que les Mongols constituaient un réseau de soutien pour les vétérans confrontés à la désillusion de l'après-Vietnam. Les critiques soulignent que le ministère de la Justice a qualifié à plusieurs reprises le club d'entreprises criminelles. Cette contradiction est au cœur de l'histoire de Ventura. Au tribunal, il a maintenu qu'il n'avait jamais fait de trafic de drogue ni participé à des actes criminels. Après avoir quitté le club, Ventura est entré dans le monde de la catch professionnelle sans rien d'autre qu'un nom de ring et un boa. Il s'est rapidement rendu compte qu'il pouvait transformer son passé de renégat en un personnage commercialisable. Cette personnalité l'a conduit à la cabine de radiodiffusion et finalement au Capitole de l'État. En tant que gouverneur, il s'est fait le champion des réformes en faveur des anciens combattants et des propriétaires de petites entreprises. Ces dernières années, il a continué à faire de la moto et se souvient parfois de l'époque des Mongols, affirmant que la loyauté qu'il y trouvait ressemblait à la camaraderie d'une équipe de choc. Que vous le considériez comme un combattant de la liberté ou comme un ancien hors-la-loi, son parcours d'homme de main d'un gang de motards à élus reste l'un des tournants les plus fous de l'histoire du catch. Parlons maintenant de Solofa Fatu Jr., l'homme que la plupart des fans connaissent sous le nom de Rikishi. Rikishi a échappé de peu à une nouvelle statistique dans les guerres de gangs qui ont ravagé le quartier de Bayview Hunters Point à San Francisco à la fin des années 80. Issu de la célèbre dynastie de catcheurs Anoa'i, il grandit aux côtés de ses cousins qui deviendront plus tard la Samoan SWAT Team. Ses pulsions d'adolescent l'ont cependant conduit sur un chemin plus sombre. Dans une interview datant de 2022, il a rappelé qu'il s'était impliqué dans des choses qu'il n'était pas censé faire et qu'il fréquentait les mauvaises personnes. Une nuit,
Il était assis dans une voiture garée lorsqu'un tireur en voiture a déchargé plusieurs balles. Une balle lui a traversé l'abdomen et il a déclaré plus tard qu'il avait été déclaré mort pendant 3 minutes. Les médecins l'ont réanimé, mais il a passé des mois à l'hôpital, avec des tubes sortant de son corps. Le fait d'avoir frôlé la mort a terrifié sa famille et l'a forcé à réévaluer ses choix. Il a décrit ce moment comme l'incident qui a changé sa vie. Rikishi n'a jamais identifié publiquement le gang avec lequel il s'était associé, et aucun dossier judiciaire ne le relie à un groupe criminel organisé. Ce qui est important, c'est qu'il a reconnu qu'il était tombé dans le piège des durs locaux et que la violence liée au gang a failli lui coûter la vie. Après s'être rétabli, il s'est mis à la catch. Il a rejoint ses oncles Afa et Sika dans la World Wrestling Federation en 1985 en tant que membre de la Samoan SWAT Team et s'est ensuite réinventé en tant que Rikishi, un personnage qui aime s'amuser. Nous nous souvenons tous de Rikishi dansant avec Too Cool et infligeant le stink face à Vince McMahon. Ces moments comiques occultent le fait qu'il a saigné sur un brancard des urgences alors que sa famille priait pour qu'il survive à une fusillade liée à un gang. Son histoire souligne à quel point les décisions d'un adolescent peuvent avoir des conséquences à vie. Dans des interviews ultérieures, il a exhorté les jeunes qui grandissent dans des quartiers difficiles à éviter les gangs, citant sa propre expérience comme un avertissement pour les autres. Le fait que Fatou ait frôlé la mort n'a pas mis fin immédiatement à son lien avec la rue. Il a déclaré que lorsqu'il était alité, il réfléchissait à la douleur que ses choix avaient causée à sa mère et à ses proches. Son appartenance à la famille Anoa'i lui a offert une échappatoire évidente, la catch. Lorsque ses cousins Samu et Fatou ont formé la Samoan SWAT Team en 1985, ils l'ont emmené avec eux. Il a passé le début de sa carrière au Mexique et à Porto Rico à perfectionner son art avant d'atterrir à la WWE. Il a lutté sous plusieurs noms, du Head Shrinker Fatou au Make a Difference Fatou, un gimmick éphémère dans lequel il encourageait les enfants à ne pas vivre dans la rue. Ce programme reflétait sa vie réelle. Il essayait déjà d'empêcher d'autres adolescents de faire les mêmes erreurs que lui. Lorsque Rikishi est passé du côté des talons en 2000 et a avoué avoir écrasé Stone Cold Steve Austin, la compagnie s'est inspiré de son passé. Il a fait des promos sur le fait qu'il avait fait ce qu'il avait fait pour sa famille. Les fans l'ont hué, mais en coulisses, c'était un père de 5 enfants qui avait survécu à une fusillade et qui voulait que ses enfants aient des options plus sûres. Lors d'interviews, il a admis qu'il racontait à ses fils, qui sont tous devenus catcheurs, la nuit où il a failli mourir. Il utilise sa tribune pour promouvoir le contrôle des armes à feu et les programmes d'intervention auprès des gangs. Yap. Le grand homme aux lunettes de soleil dansant en string a transformé son souvenir le plus traumatisant en une leçon qu'il a transmise à sa famille et à ses fans. Parlons maintenant de Yon Kroitoru. Son histoire est si extrême qu'elle a donné lieu à un épisode de la série télévisée Dark Side of the Ring. Les amateurs de catch se souviennent peut-être de lui sous le nom de Johnny K23 à la WWE ou de Bruiser Bedlam dans la Smoky Mountain Wrestling de Jim Cornette. En dehors du ring, il était un criminel violent et un membre haut placé de plusieurs organisations criminelles. Kroitoru a grandi à Hamilton, en Ontario, et a lutté en tant que jobber à la WWE dans les années 80. Au milieu des années 90, il a trouvé une seconde famille au sein de Satan's Choice, l'un des plus grands clubs de motards hors la loi du Canada. Selon un article détaillé de Pro Wrestling Stories, il est devenu président de la section de Hamilton. En tant que président, il supervisait les activités du club et faisait respecter la discipline. En 1996, il a plaidé coupable d'avoir conspiré pour faire exploser un club de striptease à Sudbury après que le personnel ait demandé aux membres d'enlever leurs vestes portant les couleurs du gang. Lorsque les motards se sont ravisés, ils ont préféré faire sauter le poste de police local. L'attentat a causé plus de 133 000 $ de dégâts et blessé un policier. Le CV criminel de Kroitoru ne s'est pas arrêté au Satan's Choice.
Le même article note qu'il a fait du trafic de hashish, qu'il a servi d'homme de main à une famille de criminels et qu'il se serait rendu aux Caraïbes pour agresser une personne soupçonnée d'avoir volé l'organisation. Après une descente de police dans le clubhouse de Hamilton, il a été expulsé de Satan's Choice. Il a ensuite rejoint le Gang des Nations Unies, un syndicat multiculturel de trafiquants de drogue basé à Vancouver. En juillet 2013, il a plaidé coupable devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, avec 4 autres membres du Gang des Nations Unies, d'avoir conspiré pour assassiner les frères Bacon, chef du gang rival des Scorpions Rouges. Un autre reportage de CHCH à Hamilton l'a identifié comme l'un des 5 membres du gang, qui ont admis avoir offert jusqu'à 300 000 $ pour tuer leurs rivaux. Le plaidoyer fait suite à une série d'enregistrements d'écoutes téléphoniques dans lesquels le chef de gang, Clayton Roueche, discute de coups avec Croix-Tauroux. Ce dernier a purgé une peine de prison et s'est vu refuser à plusieurs reprises la libération conditionnelle, les autorités le considérant comme un risque persistant. Croix-Tauroux est décédé en 2017 d'une crise cardiaque alors qu'il était assigné à résidence. La carrière de catcheur de Croix-Tauroux ressemble aujourd'hui à une note de bas de page comparée aux années qu'il a passées en tant que chef de gang et accusé d'attentat à la bombe. Il a brièvement détenu le championnat poids lourd de la Smoky Mountain Wrestling, a battu Greg Valentine dans un match en cage d'acier et est apparu à la télévision de la WWE en tant qu'athlète de renforcement. Les fans se souviennent peut-être qu'il criait son propre nom sur le ring. La notoriété qu'il recherchait est cependant venue des titres de journaux sur les guerres de motards et les complots de meurtre. Son histoire se situe à l'extrémité du spectre, un catcheur qui est devenu président d'un club de motards hors la loi et qui a ensuite été condamné pour avoir conspiré en vue de tuer des gangsters rivaux. Cette histoire nous rappelle que la criminalité réelle fait souvent passer le kayfabe pour une affaire banale. Croix-Tauroux n'a pas toujours été un motard. Il a commencé sa vie d'adulte comme videur et catcheur local à Hamilton. Il était connu pour son tempérament explosif et les promoteurs avaient souvent du mal à le contrôler. Satan's Choice lui a offert l'autorité dont il avait besoin. En tant que président de la section de Hamilton, il contrôlait l'accès au club et faisait respecter les règles avec ses poings. Sous sa direction, le club se livre à l'extorsion, au trafic de drogue et à la violence. Selon le reportage de Pro Wrestling Stories, il s'est rendu une fois aux Caraïbes pour le compte d'une famille de criminels afin de tabasser un homme soupçonné de vol. Il ne s'agit pas là des actions d'un membre périphérique, mais de quelqu'un qui a embrassé le mode de vie hors la loi. Même après son arrestation à la fin des années 90, Croix-Tauroux n'a pas pu s'éloigner du crime. Il a oscillé entre les spectacles de catch indépendants et les combines illégales. La police l'a considéré comme un suspect dans un double meurtre en 1998, mais les charges ont été abandonnées par la suite, faute de preuves. Dans les années 2000, il s'est rapproché du Gang des Nations Unies à Vancouver, offrant ses muscles et sa réputation. Des écoutes téléphoniques l'ont enregistré en train de préparer des coups et d'organiser des paiements. Lorsqu'il a plaidé coupable en 2013, il avait déjà une 50aine d'années. Il a passé ses dernières années en résidence surveillée, sa santé étant mise à mal par l'abus de drogue et le stress. Le contraste entre le rugissant Bruiser Bedlam et le confiné Yon Croix-Tauroux est saisissant. Sa trajectoire montre ce qui se passe lorsque quelqu'un ne se détache jamais de l'identité d'un gang. Parlons maintenant de Sidney Hiking Bateman, connu des téléspectateurs de la WWE sous le nom de Reggie, puis de Script. Reggie a grandi dans le nord de Saint-Louis, entouré de gangs. Dans une interview accordée en 2022 à Liz Miller du St. Louis Post-Dispatch et relatée sur WrestleZone, il a déclaré qu'il avait toujours essayé d'éviter l'influence des membres les plus âgés des gangs de sa communauté. Il a admis que pendant longtemps, il n'a eu aucune raison de croire en lui, jusqu'à ce qu'il découvre le cirque. Il a rejoint Circus Harmony à l'âge de 11 ans et a commencé à faire de l'acrobatie. Le programme est devenu son identité et, selon ses propres termes, il n'était plus affilié à quoi que ce soit en rapport avec les gangs, mais était le gars qui fait des flips. Bateman attribue au cirque le mérite de l'avoir éloigné de la rue et de l'avoir amené à signer un contrat avec la WWE. Il a déclaré que le fait de voyager avec le cirque dans le monde entier lui avait montré que la vie ne se résumait pas aux clics de quartier. Sans cet exutoire, il pense qu'il aurait pu sombrer plus profondément dans la culture des gangs. Le cas de Reggie diffère de ceux de MVP,
Ventura ou Kroitoru en ce sens qu'il n'était pas un chef de gang. C'était un enfant qui évoluait dans un environnement dangereux et qui s'est échappé avant d'être entraîné plus loin. Après des années passées au Circus Flora et au Cirque du Soleil, il a auditionné pour la WWE et a fait ses débuts en tant que sommelier pétillant accompagnant Carmella. L'homme derrière le personnage connaissait le bruit des coups de feu derrière sa fenêtre et a utilisé la performance athlétique comme bouée de sauvetage. Lorsqu'il raconte son histoire, il insiste sur le fait que les enfants de son quartier ont besoin de voir autre chose que la violence des gangs. Son parcours, des rues de Saint-Louis à la télévision de la WWE, montre que la prévention peut être plus efficace que la punition. En offrant aux jeunes des débouchés créatifs, les communautés peuvent les empêcher d'être recrutés par les gangs. L'enfance de Reggie à Saint-Louis a été marquée à la fois par ses capacités athlétiques et par un risque constant. Il a grandi dans une maison aux fenêtres brisées, et les batailles de rue étaient une bande sonore normale. Les garçons plus âgés faisaient de pression sur lui pour qu'il fasse des courses pour eux. Il se souvient d'être monté sur les toits pour s'entraîner à faire des flips afin de ne pas avoir à se retrouver au sol à proximité des fusillades. Lorsqu'une assistante sociale l'a présenté à Circus Harmony, il a trouvé les premiers adultes qui l'ont félicité pour autre chose que sa dureté. Il a commencé à passer des heures après l'école sur le trapèze et le trampoline. Ce choix l'a éloigné des initiations aux gangs. Sa carrière de cirque l'a emmené dans le monde entier. Il s'est produit en Turquie, en Finlande et au Portugal, gagnant suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces expériences ont élargi sa vision du monde et l'ont convaincu qu'il pouvait aspirer à plus que survivre. Lorsque la WWE l'a engagé en 2020, il avait des années d'expérience à son actif. Il a présenté un personnage qui souriait toujours parce qu'il avait déjà connu la vraie peur. Remporter le championnat 24 heures sur 7 en direct à la télévision était surréaliste pour un gamin qui avait déjà évité des balles. Bien que son parcours à la WWE ait été parfois comique, il continue de parler de l'importance des programmes artistiques pour prévenir le recrutement des gangs. Les liens avec les gangs de la vie réelle ont longtemps donné au catch un aspect grinçant. Parfois, ce n'est qu'un costume. Parfois, c'est la réalité. Les tatouages et les vols à main armée de MVP remontent à sa jeunesse. Jesse Ventura a été sergent d'armes chez les Mongols. Rikishi a survécu à une fusillade presque mortelle. Johnny K9 a dirigé un chapitre de Satan's Choice et a plus tard fomenté des meurtres. Reggie montre le revers de la médaille. Un soutien précoce peut faire reculer quelqu'un. Les promoteurs adorent l'énergie des hors-la-loi et la vendent par le biais de fac-similés sûrs. Les motos de l'Undertaker, le look de Crime Time, le mentir, tricher, voler d'Eddie Guerrero. Lorsque le passé est bien réel, les entreprises l'édulcorent ou le transforment en rédemption. MVP est devenu une star de la corde de velours. Les années de motard de Ventura ont été interprétées comme de l'indépendance, et l'histoire de Rikishi a fait surface plus tard dans des interviews. La glorification de crimes réels est imprudente. Les Kings Only Posse ont commis des vols et des enlèvements. Les forces de l'ordre qualifient les Mongols de groupes criminels liés à la drogue et aux agressions. Satan's Choice et le gang des Nations Unies ont été associés à des attentats à la bombe et à des meurtres sous contrat. Il est important de faire la part des choses entre le CAIFAB et les faits et de s'appuyer sur les dossiers judiciaires et les rapports solides. Les rumeurs persistent, mais des noms comme Air Truth ou Homicide ne sont pas mentionnés ici parce que, en 2025, la documentation publique est peu abondante. Ces parcours reflètent des forces sociales plus larges. MVP a trouvé sa place dans la pauvreté. Rikishi a grandi dans la violence. Le programme de cirque de Reggie visait à réorienter les enfants. Johnny K9 a cherché le pouvoir après l'arrêt de sa carrière. Les mentors, les emplois et le soutien en matière de santé mentale peuvent changer la donne. Les promotions gèrent ce problème de manière inégale. Certaines coupent rapidement les ponts, comme la WWE l'a fait avec Bruiser Bedlam. D'autres offrent une seconde chance, comme avec MVP, tout en intégrant la sensibilisation à la marque. La rédemption fait vendre, mais les entreprises doivent trouver un équilibre entre l'histoire et la responsabilité. Les fans sont importants. Les anti-héros qui applaudissent peuvent ignorer les victimes. Soutenez les catcheurs qui ont changé de cap. MVP s'adresse aux jeunes en difficulté. Rikishi soutient les programmes de la Bay Area. Jesse Ventura soutient les vétérans. Reggie encadre les enfants. Même l'histoire de Johnny K9
est utilisé pour mettre en garde contre la culture des motards hors la loi. Ces histoires s'inscrivent dans un contexte social plus large. La plupart des liens supposés s'effondrent à l'inspection. Les histoires de célébrités brouillent les pistes. Homicide a choisi son nom de ring dans un dictionnaire et n'a pas été lié à un groupe autre que ses partenaires. Les étiquettes imprudentes blessent les gens et banalisent la violence réelle. À l'écran, Disciples of Apocalypse et Nation of Domination empruntent l'imagerie des motards ou de la rue pour se faire remarquer. Après le spectacle, la plupart d'entre eux mènent une vie tranquille. Ce décalage est l'astuce du catch, mais il peut donner l'impression que les dommages causés par les gangs sont abstraits. Raconter des histoires sans glorifier le mal. L'argent et les opportunités déterminent les choix. De nombreux talents viennent d'endroits où les options sont rares et la violence normalisée. Les entreprises peuvent aider en finançant des gymnases, des bourses et des cliniques, et pas seulement des discours. La rédemption résonne lorsqu'elle est honnête. Le fait que MVP dise qu'il n'est pas défini par ses crimes fait mouche, et l'ascension de Reggie est porteuse d'espoir. Mais il faut de la transparence, de la responsabilité et du changement. L'agence compte toujours. Jesse Ventura s'en est allé. MVP et Reggie ont choisi de nouvelles voies. Johnny K9 a doublé la mise. Rikishi a changé de cap. Les choix déterminent les résultats. Ensemble, les parcours de MVP, Jesse Ventura, Rikishi, Johnny K9 et Reggie montrent que le chemin qui mène de la vie des gangs au ring est semé d'embûches, mais pas romantique. Certains s'en sortent, d'autres non. Le personnage de Ventura a atteint le bureau du gouverneur. Le fait que Rikishi ait frôlé la mort met en garde contre les fréquentations que l'on a. Ces histoires compliquent les schémas simples de héros et de méchants et plaident en faveur de la responsabilité et d'alternatives réelles. Le catch peut emprunter le style des gangs pour la télévision, mais les conséquences en dehors de l'arène sont extrêmement sérieuses. Connaissez-vous des catcheurs de la WWE qui ont été membres de gangs et qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.